Mes parents et mon frère ont refusé d'emmener ma fille de 15 ans aux urgences après qu'elle se soit cassé la jambe. Nous n'avons pas le temps, ont-ils dit. Puis ils l'ont fait marcher pendant 3 heures. C'était un mardi. Juste un mardi ordinaire, englué dans des papiers à remplir, qui vous engourdissent le cerveau. J'étais à mon bureau, en train de devenir aveugle à force de remplir des formulaires, mâchouillant un stylo qui ne voulait plus écrire depuis longtemps. Mon bureau sentait le café tiède et l'air recyclé. Le genre d'odeur qui s'infiltre dans vos vêtements et dans votre âme. Puis le nom de Sophie est apparu sur l'écran de mon téléphone. FaceTime. J'ai souri sans réfléchir. Probablement des nouvelles de ses vacances. Peut-être allait-elle me montrer un nouveau bracelet qu'elle avait échangé ou une spécialité locale au nom imprononçable. Le voyage, c'était son idée. Accompagner mes parents, mon frère Marc et ses cousins pour faire un peu de tourisme dans un autre état. Cela tombait bien, c'était pendant ses vacances de printemps. Je ne pouvais pas y aller. Mon mari non plus. Nous devions tous les deux travailler, et moi je ne prends jamais l'avion. Pas depuis 10 ans. Ce n'est pas une question d'ambiance, c'est une véritable phobie. Les paumes moites, le cœur qui s'emballe, quasi crise de panique à la porte d'embarquement. Même l'odeur du kérosène me donne la gorge serrée. On conduit, on prend le train. On reste au sol. C'est comme ça que je fonctionne. Le fait est que je ne m'attendais pas à un traumatisme. Je m'attendais à un selfie sur un marché. Alors j'ai décroché. Pas de sourire. Aucun bruit. Juste Sophie, assise raide sur un lit d'hôtel. Je suis fatiguée, dit-elle d'une voix faible. Salut maman, dit-elle. Est-ce que je peux te dire quelque chose sans que tu paniques? Spoiler, j'ai paniqué. Pas visiblement. Pas bruyamment. Mais intérieurement? Panique. Système en surcharge. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, déjà debout. Elle a retourné la caméra. Sa jambe était posée sur un oreiller d'hôtel. Enflée. Rouge. Violette. La peau tendue autour de sa cheville et de son tibia. Pas juste des bleus. Gonflée. Anormal. Je crois que je me la suis cassée, dit-elle. Pendant une seconde, mon cerveau s'est figé. Comment ça tu crois que tu te le es cassé? Je suis tombée hier dans les escaliers de ce vieux palais. Hier? Oui. Je me suis assise lentement. Comme si la gravité était devenue plus lourde, tout à coup. Qui l'a vu? Mamie. Papy. Tonton Marc. Et ils ont dit que ce n'était pas si grave. Ce n'était pas vraiment enflé au début. Ils pensaient que c'était juste un bleu. J'ai cligné des yeux. Donc, ils ne t'ont emmené nulle part? Non. On a continué. J'ai marché. Mes yeux se sont fermés. Combien de temps as-tu marché? 3 heures. Peut-être un peu plus. 3 heures? Elle a hoché la tête. Ils ont dit que j'exagérais. Voilà, c'était leur devise familiale. Ils m'ont dit que je me sentirais mieux une fois la visite terminée, ajouta-t-elle avec une telle désinvolture que j'en ai eu la nausée. Et maintenant, ça fait plus mal. Beaucoup plus mal. Où sont-ils maintenant? Elle a hésité. Dehors. Ils ont dit que je pouvais me reposer à l'hôtel. Mes mains se sont figées. Tu es seule? Elle hocha encore la tête. Dans un autre état, maman. Je l'ai regardée fixement. Et. Ne bouge pas. J'arrive. Tu n'es pas obligée. Si. Mais tu devrais prendre l'avion. Je sais. Elle cligna des yeux. Tu n'as pas pris l'avion depuis. Je sais. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je suis déjà en train de chercher un vol, ai-je dit. Cette fois, elle n'a pas protesté. Sa voix est devenue toute petite. D'accord. J'ai raccroché, ouvert mon ordinateur portable et lancé une recherche. Un vol. Une place. Départ dans 90 minutes. Pas le temps d'avoir peur. Pas le temps de réfléchir. Pas le temps pour quoi que ce soit. Je l'ai réservé. Puis j'ai appelé mes parents. Messagerie. Essayez encore. Messagerie. Appelez Marc. Il a décroché, joyeux. Et, comment ça va? Tu as laissé Sophie seule à l'hôtel avec une jambe probablement cassée? Il a fait une pause. Elle a dit qu'elle allait bien. Elle ne peut pas marcher. Elle a toujours été un peu sensible.
Sensible? Sérieusement? C'est probablement juste une entorse. Le gonflement n'a commencé qu'hier soir. Tu lui as fait marcher 3 heures. On ne l'a pas forcée. Elle a 15 ans, Marc. Elle vous a dit que ça faisait mal, et vous l'avez laissée seule. Elle a dit qu'elle voulait se reposer, parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Il a soupiré. Tu dramatises. Encore une fois. Comme toujours. Toujours moi. Toujours elle. J'ai raccroché sans un mot de plus. Puis j'ai attrapé mon sac, fermé mon ordinateur portable et dévalé le couloir. Mon patron a levé les yeux quand j'ai déboulé dans son bureau. Urgence familiale, ai-je dit. Je dois partir. Quel genre d'urgence? Le genre où je pars maintenant. Il a froncé les sourcils. Tu viens juste d'être assigné? Je sais. Je suis désolé. Il a commencé à répliquer. Je ne l'ai pas écouté. Je suis parti. Dans l'ascenseur, j'ai réservé un taxi. Dans le taxi, j'ai envoyé un message à Sophie. J'arrive. Ne prends rien. Reste au lit. Elle a répondu avec un seul emoji, un cœur. J'ai fixé ce petit cœur rouge pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport. Puis j'ai couru. À l'enregistrement. À la sécurité. Transpirante. Désorientée. Luttant contre cette envie absurde de faire demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai couru comme si quelque chose me poursuivait. Peut-être que c'était le fantôme de toutes les fois où on m'avait dit que j'étais trop sensible. Trop intense. Trop heureuse. Je suis arrivée à la porte juste à temps. Aucun bagage en soute. Pas de chemise propre. Juste moi, ma peur, et la certitude que je n'allais pas laisser ma fille être ignorée une seconde de plus. Je déteste l'avion. Je le déteste vraiment, vraiment. Mais je déteste encore plus ce qu'ils lui ont fait. Alors je suis montée dans l'avion et je n'ai pas crié. Pas encore. Mais 4 jours plus tard, c'est eux qui criaient. La femme à côté de moi dormait, le front contre le hublot, un sachet de bretzel posé sur sa poitrine. Je l'enviais. Je n'avais pas desserré la mâchoire depuis le décollage. Mes paumes étaient moites, mes genoux verrouillés, chaque petite secousse me retournait l'estomac. Mais je n'ai pas dit un mot. Je fixais droit devant moi comme si on me testait. Et c'était le cas. Pas par les turbulences. Pas par l'avion. Par moi. Par chaque voix dans ma tête qui me disait que j'en faisais trop, que j'étais dramatique. Cette voix ressemble beaucoup à celle de ma mère. Je n'avais pas pris l'avion depuis plus de 10 ans. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne le pouvais pas. Dès que mon pied touche le sol d'un aéroport, ma poitrine se serre, mon cerveau repasse en boucle tous les vols affreux que j'ai vécus, comme un bêtisier de la honte. Surtout celui où j'avais 10 ans, où je pleurais à cause des turbulences, agrippée à la tablette comme si elle pouvait me sauver. Marc avait filmé ça avec le caméscope de papa. Des années plus tard, il y avait ajouté des bruitages et l'avait passé à Thanksgiving. Tout le monde avait ri. J'étais encore une enfant. Je me souviens de la voix de ma mère, tu dois vraiment passer à autre chose. Je ne l'ai jamais fait. J'ai juste arrêté de me mettre dans des situations où les gens pouvaient me voir paniquer. Pour situer, Marc a 3 ans de plus que moi. L'enfant en or. Athlétique, bruyant, toujours la star des barbecues dans le jardin. Il avait ce genre d'énergie qui remplissait une pièce et ne se demandait jamais s'il devait le faire. Moi, en revanche, j'étais allergique à la moitié des chats du quartier, au pollen, à l'herbe. Les bruits forts me donnaient mal à la tête. Le vide me faisait tourner. J'avais mal aux genoux après trop de marche. Et une fois, je me suis évanouie en randonnée à cause d'un coup de chaleur. Ma mère m'a donné une demi-bouteille d'eau et m'a dit de m'endurcir. Tout ce que je faisais était vu comme une manière d'attirer l'attention, une mise en scène, un spectacle. Peu importe ce que je disais ou le ton que j'employais, j'étais toujours trop sensible. Si je pleurais, c'était du cinéma. Si j'avais peur, c'était gênant. Si je demandais à rester en arrière, j'étais égoïste. Il m'appelait Drama Queen avant même que j'aie 10 ans. Marc, lui, pouvait se fouler un petit doigt et être porté comme un héros de guerre. Les règles étaient différentes pour lui. Et elles le sont toujours. Je ne parlais pas beaucoup en grandissant. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je regardais. J'apprenais les schémas. J'ai arrêté de réagir. Puis je suis partie. J'ai étudié le droit, je suis devenue enquêtrice en criminel.
Les gens étaient surpris. C'est pas un peu intense pour quelqu'un comme toi? En d'autres termes, tu n'es pas trop fragile? Trop émotive? Non. Je ne suis pas fragile. Je sais juste ce que ça fait de ne pas être cru. J'ai construit une carrière autour des preuves, de la logique, de la vérité qui n'a pas besoin de permission pour exister. Je me disais que peut-être, ça suffirait pour que mes parents me voient autrement. Comme quelqu'un de capable, de fort. Quelqu'un qu'ils pourraient respecter. Mais non. Même maintenant, ils me traitent encore comme si j'étais à deux doigts de m'effondrer dans le rayon des conserves. Et puis Sophie est née. Elle était parfaite. Petite, calme, réfléchie, avec ce petit froncement de sourcils comme si elle avait déjà compris que le monde était en désordre et qu'elle essayait de le réparer avec de la gentillesse. Elle me ressemblait dès le premier jour. J'ai juré de la protéger. Et je l'ai fait. Quand mon père a plaisanté « Voilà la drama queen 2.0 », je l'ai stoppé net. Quand la fille de Marc, Haley, recevait des compliments parce qu'elle était vive alors qu'on disait que Sophie était trop émotive, j'ai dit non. Pas sous mon toit, du moins pas quand j'étais là. Mais c'est ça, avec les enfants, ils remarquent plus les silences que les bruits. Ils ressentent ce qui n'est pas dit. Et ils l'intègrent. Comme je l'ai fait. Alors quand Sophie a demandé à partir en voyage avec mes parents, Marc, Haley et Ben, j'ai hésité. Je ne pouvais pas y aller. Non pas parce que je ne voulais pas. Parce que je ne peux pas prendre l'avion. L'avion me rend malade. Pas juste physiquement. Psychologiquement. J'ai essayé la thérapie, l'exposition, même les médicaments. Je n'y arrive pas. Et Sophie le sait. C'est l'un de ces faits discrets dans notre maison. Maman ne prend pas l'avion. Elle a supplié. Elle voulait vraiment y aller. Elle disait que ça lui ferait du bien de passer du temps avec ses cousins. Qu'elle appellerait chaque soir. Et ma mère a dit, ne t'inquiète pas, on s'occupera d'elle. Marc a dit, on la surveillera. Haley était excitée. Puis ils ont demandé si je pouvais payer les billets supplémentaires de Haley et Ben, puisqu'ils allaient aider avec Sophie. C'était présenté comme un service. Comme si je devais être reconnaissante. J'ai envoyé l'argent. J'ai fait la valise de Sophie moi-même. J'ai mis ses médicaments pour les allergies, un chargeur de secours, des pansements, des snacks. Je lui ai dit au revoir dans l'allée. Et j'ai fait un signe de la main avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment mes yeux. J'avais un pressentiment. Je l'ai ignoré. Parce qu'une partie de moi voulait croire qu'ils avaient changé. Qu'ils avaient évolué. Qu'ils verraient Sophie pour ce qu'elle est vraiment. Pas comme le reflet d'une fille qu'ils n'ont jamais comprise. L'avion a légèrement tangué. La femme à côté de moi a ronflé à travers ça. J'ai serré la coudoir encore plus fort. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Sophie sur ce lit d'hôtel, essayant de ne pas pleurer, me disant que sa jambe lui faisait vraiment mal maintenant, qu'elle était tombée hier, qu'il lui avait fait marcher 3 heures de plus, qu'il disait qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas gâcher le voyage. Cette phrase m'a anéanti, je ne voulais pas gâcher le voyage. Elle a appris ça de moi. Pas parce que je le lui ai enseigné. Mais parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai passé toute mon enfance à prétendre que j'allais bien, juste pour faciliter la vie à des gens qui s'en fichaient de toute façon. J'ai brisé le cycle à tous les niveaux possibles. Sauf celui qui comptait le plus. Je l'ai laissé partir avec eux. Je leur ai fait confiance pour prendre soin d'elle. Ils ne l'ont pas fait. Le signal de la ceinture s'est allumé. La descente a commencé. Mon estomac s'est noué. Je me suis appuyée contre le siège et j'ai essayé de respirer. Pas profondément, pas régulièrement, juste assez. Ils pensent que j'exagère, que je vais débarquer et faire un scandale. Ils se trompent. Je ne fais pas de scène. Je trace une ligne. Je n'ai pas évité l'avion pendant une décennie parce que je ne pouvais pas gérer le ciel, mais parce que je ne pouvais pas supporter ce que ça faisait ressortir chez eux. Mais pour Sophie, j'atterrirai en enfer s'il le faut. Au moment où je suis arrivée à l'hôtel, j'avais presque oublié comment respirer. Je ne sais pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être à une scène pathétique, peut-être même à quelques excuses de la part de mes parents. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce soit Sophie elle-même qui ouvre la porte. Elle était pâle, encore en pyjama, les cheveux emmêlés d'un côté comme si elle ne les avait pas brossés depuis un jour. Mais elle était debout, appuyée contre le cadre de la porte, comme s'il faisait la moitié du travail. « Tu es vraiment venue ?» dit-elle doucement. Ça m'a brisé. Pas « merci », pas « aide-moi », pas « enfin ».
Juste de la surprise, comme si elle n'y croyait pas jusqu'à maintenant, comme si je faisais des promesses que je ne tenais pas. Je l'ai prise dans mes bras avec précaution et j'ai dit, bien sûr que je suis venue. Tu es la seule chose sur cette planète qui pourrait me faire monter dans un avion. Ne me demande pas de le refaire. Elle a ri un peu, puis s'est détachée. Ok, ai-je dit. Il est temps de faire examiner cette jambe avant qu'elle se mette à briller ou à nous parler. Il nous a fallu 15 minutes pour lui mettre des chaussures. La moitié de ce temps a été passé à discuter pour savoir si elle avait besoin des deux. Ce n'était pas le cas. Une est restée à côté. Son pied ressemblait à une balle de baseball enflée. Pendant que je faisais les lacets, j'ai demandé sans réfléchir, alors, comment c'est arrivé exactement? Des escaliers, non. Je m'attendais à un air gêné, j'ai trébuché, ou quelque chose à propos de chaussures glissantes. Au lieu de ça, elle est restée silencieuse. Ce n'était pas vraiment une chute, dit-elle. Ben m'a poussée, pour rigoler. Je l'ai regardé lentement. Il ne voulait pas, dit-elle. Je prenais une photo, et il m'a bousculé comme il le fait tout le temps, mais j'ai raté une marche et je me suis retrouvée au sol. Ils ont tout vu. Mon cœur s'est effondré. Ils ont vu ça? Elle a hoché la tête. Mamie a dit que j'étais dramatique. Marc m'a dit d'arrêter de pleurer parce que je faisais peur aux touristes. Papy a demandé si je m'étais déjà tordu la cheville avant le voyage. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça au téléphone? Elle a hésité. Parce que je pensais que ça passerait. Et parce que je ne voulais pas en faire tout un plat. Je ne voulais pas que Ben ait des problèmes. Je me suis levée. Sophie. Quelqu'un te pousse dans un escalier, et ta jambe enfle comme ça, tu ne protèges pas cette personne. Même si c'est la famille. Surtout si c'est la famille. Elle a détourné les yeux. Et quand le personnel de l'hôpital demandera ce qui s'est passé, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, tu dis la vérité. Toute la vérité. Sans rien modifier. Elle a hoché doucement la tête. D'accord. Nous sommes arrivés aux urgences. Ils nous ont prises assez rapidement. Peut-être parce que j'ai dit que je pensais que sa jambe était cassée. Et peut-être aussi parce que j'ai lancé un regard à une infirmière comme si son tableau d'admission me devait le loyer. L'infirmière a posé les questions habituelles, niveau de douleur, symptômes, allergies. Puis est venue la question, comment c'est arrivé? Sophie m'a jeté un regard, puis s'est redressée. Mon cousin m'a poussé pour rigoler. Je suis tombée dans des escaliers, dit-elle comme un fait. Pas comme une histoire triste. Pas comme un appel à l'aide. Juste un fait. Le visage de l'infirmière n'a pas bougé, mais son stylo a commencé à gratter plus vite. La radio est revenue 20 minutes plus tard. Fracture du tibia. Non déplacée, mais bel et bien cassée. Vous avez de la chance qu'elle ne se soit pas déplacée, dit le médecin. Si elle avait encore marché le dessus. Il n'a pas fini sa phrase. Je l'ai fini pour lui. Silencieusement. Avec une liste de « et si » et de pires scénarios. Et une colère tranquille sous ma peau, comme un deuxième pouls. Après le départ du médecin, je me suis tournée vers Sophie. Raconte-moi tout, ai-je dit. Toute la chronologie. Elle a commencé à parler. Elle a dit qu'après la chute, elle avait supplié d'aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. C'était une journée de visite à pied et les billets n'étaient pas remboursables. Ils ont dit qu'elle pourrait mettre de la glace à la fin de la journée. Ils l'ont faite marcher 3 heures avec cette jambe. Elle a dit que le lendemain matin, quand elle a demandé à nouveau, ils lui ont dit que si elle avait vraiment mal, elle pouvait rester à l'hôtel, mais qu'ils avaient une visite de vignoble prévue, et que quelqu'un devait surveiller les enfants. Puis ils sont partis. Tous. Même Ben. Même mes parents. Est-ce qu'ils ont dit autre chose, ai-je demandé. Ils m'ont dit que j'agissais comme toi. J'ai cligné des yeux. Comme moi? Comme tu étais avant. Drama queen. Peur de tout. J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru que mes dents allaient se casser. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas juste de la négligence. C'était l'histoire qui se répétait. Et cette fois, ils essayaient d'effacer sa voix comme ils ont essayé d'effacer la mienne. Sauf que je ne les ai pas laissés faire. Et elles non plus ne les laisseraient pas. Je suis sortie dans le couloir et j'ai appelé mes parents. Mon père a décroché. Elle va bien, a-t-il demandé. Pas parce qu'il s'en souciait. Mais parce qu'il savait que j'allais tout découvrir. Elle a une fracture, ai-je dit. Un médecin l'a confirmé. Silence.
Ah. Eh bien. Ça n'avait pas l'air si grave sur le moment. Ben l'a poussé. Autre silence. Ce n'est pas vraiment juste. Il jouait juste. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Elle a trébuché. Non. Tu l'as vu la pousser. Et tu es parti. Il n'a pas répondu. Je porte plainte, ai-je dit. Là, j'ai eu une réaction. Erika, voyons. Tu vas traîner toute la famille devant le tribunal pour ça? Oui. Pour un petit accident? Tu es irrationnelle. Non. Je suis une mère. J'ai raccroché. De retour dans la chambre, Sophie m'a regardée. C'était papy? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai souri. Il a dit que j'étais irrationnelle. Elle a cligné des yeux. Il a raison. Ça l'a fait rire à nouveau. Toujours tremblante, toujours pâle, mais c'était un vrai rire. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appli Notes, et tapé « Demande de consultation juridique ». Négligence médicale. Mise en danger possible d'un enfant. Parce que ce n'était plus seulement une question de justice. C'était une question de vérité. De faire en sorte que ma fille sache, au plus profond d'elle, que personne n'a le droit de la blesser sans conséquence. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit qui a suivi la radio de Sophie. Pas à cause de l'adrénaline ou de la colère. Ni même du soulagement qu'elle soit enfin en sécurité. Mais parce que mon cerveau construisait des chronologies, des vols, des dépôts de plaintes, des plans de voyage. Et une petite voix dans ma tête me murmurait, « Tu veux vraiment poursuivre tes propres parents en justice? » Oui. Oui. Je ne l'ai pas fait par vengeance, pas même à cause de ce qu'il m'avait fait. Ce n'était pas une question d'étiquette de « drama queen », ni des randonnées de mon enfance. C'était pour Sophie. Et pour la façon dont sa voix s'est brisée quand elle a dit qu'elle ne voulait pas faire d'histoire. Comme si être poussée dans un escalier et forcée de marcher sur une jambe cassée était, d'une certaine manière, impoli à mentionner. Maintenant, nous en avions fini avec le fait de laisser passer. Les images sont arrivées 3 jours plus tard. Escalier touristique, soleil de midi, ma fille debout avec un appareil photo, souriante. Ben, 12 ans, arrive en courant derrière elle, lui pousse le coude pour plaisanter. Elle vacille, glisse, tombe en avant hors du champ. Puis la partie qui m'a retourné l'estomac, un groupe d'adultes, Marc, maman, papa, debout en arrière-plan, regardant la scène. Personne ne court, personne ne laisse tomber un sac. Ils restent juste là, comme si ce n'était pas réel, comme si elle n'était pas réelle. J'ai transféré la vidéo à mon avocate. Elle n'a pas répondu par des mots, juste un pouce levé et un « on les tient ». Porteur plainte signifiait revenir en arrière. Cela voulait dire comparaître au tribunal, remplir des papiers, passer des entretiens, oui, prendre l'avion plusieurs fois. Je ne me souviens même pas d'avoir réservé le premier vol de retour. Je me souviens juste du regard de Sophie dans la cuisine quand elle m'a dit « Tu reprends l'avion ?» J'ai hoché la tête. On dirait bien. Volontairement? Non. Mais je n'étais plus figée non plus. Il s'avère que lorsqu'on fait la chose qu'on s'était juré de ne jamais faire, et qu'on y survit, ça reprogramme quelque chose. Elle a cligné des yeux. Donc comme une thérapie? Plutôt comme une thérapie d'exposition version vengeance, apparemment. La rage maternelle est plus forte que la peur du crash. Quand on est rentré, les cris ont commencé. D'abord Marc, en personne. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il lancé, en débarquant sur mon perron avec son vieux sourire suffisant, comme s'il dirigeait encore la famille. Je n'ai pas bronché. Oui. Tu vas nous détruire, tu le sais, non? Tu aurais dû y penser avant de laisser une enfant avec une jambe cassée seule dans une chambre d'hôtel. Ensuite, mes parents sont venus. Ensemble. Toujours un signe qu'ils tramaient quelque chose. Maman a tenté la carte de la culpabilité. Nous sommes tes parents, Erika. Tu ne peux pas nous traîner devant les tribunaux. Que vont dire les gens? Papa a essayé une autre stratégie, laisse tomber maintenant et on pourra tous tourner la page. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Vous lui avez fait marcher 3 heures sur une jambe cassée. Vous l'avez vu tomber. Vous avez ri de sa douleur. Je ne laisse rien tomber. Ils sont partis furieux. Mais ce n'était pas fini. Les appels ont commencé ensuite. Tante Janine. Cousine Rachel. Même oncle Marty, qui ne m'avait pas appelé depuis 2006.
Ta mère est en miettes. Marc pourrait perdre son boulot. Tu ne peux pas juste laisser tomber? Tu ne vas pas faire ça à la famille? Alors je leur ai dit ce qui s'était passé. À chacun. Les images. Les radios. Le soi-disant drame. Au 4e appel, la tendance a commencé à changer. Je n'avais aucune idée. Attends. Elle était vraiment blessée? Ils l'ont laissée seule? Finalement, les appels ont cessé. La salle d'audience n'avait rien de spectaculaire. Pas de marteau frappé, pas de soupir. Juste un juge fatigué et une poignée d'avocats échangeant des documents et des dates. Mais le verdict était clair, mise en danger d'enfant, négligence médicale, non-signalement d'un accident. Les 3. Mes parents et Marc ont tous obtenu une inscription officielle à leur dossier. Pas de prison, mais des amendes lourdes. Du genre à vous faire monter les larmes aux yeux. Et puis est venue la partie à laquelle Marc ne s'attendait pas. Il a perdu son travail. Apparemment, les écoles n'aiment pas avoir des profs de sport avec une condamnation pour mise en danger d'enfant. Ils ont dû déménager 6 semaines plus tard. Plus petit. Mauvais quartier. Maman appelait ça « temporaire », mais j'ai appris par un cousin qu'ils mendiaient de l'aide pour le loyer un mois plus tard. Ils ne m'ont rien demandé. Ils savaient que ce n'était pas la peine. J'avais stoppé les virements, fermé le compte secondaire. Plus d'enveloppes pour les anniversaires. Plus de « tu peux nous aider pour les courses ce mois-ci ?» Ils étaient seuls. Et moi, j'en avais fini. Sophie est devenue plus silencieuse après toute cette histoire. Pas refermée, non. Juste plus sûre d'elle. Comme si elle n'avait plus besoin d'expliquer ce qu'elle ressentait. Un soir, en pliant le linge, elle m'a dit « Je crois que j'aurais juste laissé passer. » Je sais. Mais je suis contente que tu ne l'aies pas fait. J'ai hoché la tête. Tu ne devrais pas avoir à crier pour qu'on te prenne au sérieux. Plus tard, juste avant d'aller dormir, elle m'a montré un message de Ben. Je sais que c'est tard, mais je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te pousser, même pour rigoler. Je voulais être drôle, c'était stupide. Je me sens nulle. J'espère que ta jambe guérit bien. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé l'écran longuement. Tu le crois, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Oui, je crois. Je ne pense pas que quelqu'un l'a forcé à l'envoyer. Et je l'ai cru. Sa jambe va bien maintenant. Complètement guérie. Pas de séquelles. Juste un souvenir. Et une ligne silencieuse qu'elle ne laissera plus jamais personne franchir. Je ne parle plus à ma famille. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai rien posté. J'ai juste arrêté de répondre. Arrêté d'attendre des excuses. Arrêté d'espérer qu'ils changent. Pas de drame. Juste le silence. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ressemble à la paix. Je déteste toujours l'avion, mais je l'ai pris plusieurs fois. Pour l'affaire. Pour le travail. Pour un petit voyage avec Sophie, pour célébrer. À chaque fois, mes paumes transpirent, mon estomac se retourne. Mais j'y vais. Et à chaque atterrissage, je me rappelle ce que Sophie a dit la première fois où je suis venue la chercher. Tu es vraiment venue. Et je viendrai toujours. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que je suis allée trop loin? Ou juste assez loin? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.